Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, ma raison d'être ici et de vous faire cette conférence, elle est la suivante. Je ne suis pas une botaniste avertie, je n'en ai absolument pas la prétention et je commence à faire des pas balbutiants dans ce domaine grâce à la teinture végétale. Ce qui, moi, m'a amenée à la teinture végétale, c'est en fait une reconversion professionnelle avec des études que j'ai reprises sur le tard dans le domaine du textile et de la mode. Et mon projet professionnel comportait un petit volet de teinture végétale. Et à un moment donné, j'ai mis le doigt dedans sérieusement en suivant des formations qualifiantes. Et c'est devenu le cœur de mon projet professionnel. Et il se trouve que j'ai maintenant un an de recul dans la pratique, la mise en pratique de la teinture végétale, que ça m'a à moi donné un regard complètement neuf sur la nature. J'ai toujours aimé la nature, les jardins, mais ça m'a vraiment procuré des surprises et des étonnements. Et c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Alors je vous rassure, c'est une présentation qui va comporter très peu de texte. Il y a beaucoup d'images, donc elle est de ce point de vue-là, je l'espère, assez reposante. Pour vous situer un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, en fait, ce qu'on va parler, c'est la rencontre qui va se produire entre le textile et le végétal. Le textile que moi j'utilise, c'est plutôt du lin, de la soie également. Ce sont de toute façon des fibres naturelles. Et le végétal que j'utilise moi-même, c'est plutôt des ressources végétales de proximité. C'est celles que j'ai trouvées autour de moi quand je suis revenue de mes formations. Et j'ai commencé par mon propre jardin. Donc, ça a induit chez moi une certaine pratique, une certaine relation que j'ai développée avec mon jardin. Donc, on va bien entendu parler de cette rencontre entre les deux qui, grâce à la teinture, va aboutir à un processus de création qui va être basé à la fois sur les couleurs, les tanins qui sont contenus dans les plantes, mais également la forme naturelle des plantes qui est quand même assez merveilleuse. Avant toute chose, il faudra aussi ne pas occulter tout l'aspect de l'amont de cette rencontre-là, qu'il s'agisse de la préparation des textiles, du choix des textiles également, ou qu'il s'agisse de tout le travail et de la démarche de cueillette et de récolte. Alors on va suivre un cheminement qui va être le suivant. De façon très générale, je vais essayer de vous poser un cadre qui va concerner le choix et la préparation des tissus, la notion de couleur des plantes. On entend souvent parler de plantes tinctoriales, mais en fait la teinture végétale, elle va bien au-delà de cette qualification. Et on va parler de quelques techniques de teinture. Alors, on va évidemment pas rentrer dans le détail du détail des multiples techniques. Sachez qu'en en fin de présentation, je vous ai préparé quelques petites références biblio. J'ai amené les livres qui correspondent et vous allez pouvoir trouver plus d'informations à ce sujet dans ces ouvrages-là. Alors, je voudrais faire un focus aussi sur l'importance et la magie des feuilles. Il y a vraiment un plaidoyer à faire pour les feuilles parce qu'on est tous systématiquement attirés par les fleurs. On est un petit peu comme les pollinisateurs, hein, on se fait un petit peu avoir par la stratégie du végétal. Et quand on commence à s'intéresser à la teinture, on s'aperçoit de l'importance des feuilles. On a l'impression enfin, je veux dire, leur pouvoir et leur forme se révèlent à nous et que finalement, elles gagnent extrêmement à être connues et on les connaît mal. Ensuite, je vais parler plus de ma propre expérience, qui est la façon dont moi je collecte mes ressources et ce qui a été aussi une vraie relation que j'ai construite avec mon jardin, que je n'avais pas auparavant avec lui. On va parler de création, des différents styles qu'on peut adopter quand on fait de la teinture, des différentes sources d'inspiration, de la façon dont on peut jouer avec les plantes et le tissu. Et puis pour terminer, parce qu'il faut quand même que je vous montre un peu les plantes que vous connaissez bien sous un autre œil, je vais faire un focus sur mes coups de cœur. Alors mes coups de cœur, c'est pas des plantes extrêmement rares qu'on trouve à l'autre bout du monde. Moi, ce sont des toutes petites plantes communes et modestes qu'on regarde à peine et qui, moi, m'ont finalement beaucoup inspirée dans le début de ma pratique. Et on terminera par ces suggestions de lecture. Alors, le choix des fibres quand on veut réaliser de la teinture naturelle, de la teinture végétale, synthétique également,
il est primordial. On va de toute façon s'intéresser à des fibres qu'on appelle des fibres naturelles. En sachant que les fibres synthétiques, la fibre la plus répandue dans le monde, c'est le polyester, et c'est une espèce de molécule extrêmement lourde qui finalement correspond, là je vais vous montrer, vous avez ici, vous voyez en microscopie électronique, c'est l'aspect d'une fibre de polyester. C'est un spaghetti, c'est un tube lisse. Et donc le polyester, vous pouvez oublier dans la teinture végétale. Il est teint soit dans la masse, soit à extrêmement haute température. Mais quand vous avez un tissu qui contient du polyester, eh ben, ça va pas marcher. D'ailleurs, quand vous teignez un vieux pantalon ou un jean un peu défraîchi, vous allez récupérer de la couleur sur votre tissu, mais vous allez voir la marque des surpiqûres qui vont rester très claires parce qu'elles sont en polyester. Donc, ce sont des fibres naturelles. On a le choix entre des fibres d'origine animale. Alors la laine, c'est une fibre très répandue et en fait, ça correspond à la toison de certains animaux et notamment les moutons. C'est formé à base de kératine, hein, c'est aussi la protéine qu'on a dans nos propres cheveux. Et ça a une structure assez intéressante. Je ne sais pas si on voit là. Voilà, tout ça, c'est 4 fibres, c'est des fibres de laine qui vont avoir une finesse variable. Donc ça, c'est une laine très grossière. Ça, c'est de la laine de cachemire. Les fibres les plus fines vont jusqu'à 12 microns. Et parmi les animaux, au-delà des moutons, on trouve les alpagas, les chèvres qui vont donner la laine cachemire. Et là, ici, je vous montre une petite vigogne. Ça, c'est de la famille des alpagas et c'est des animaux qui donnent une des laines les plus fines qu'on puisse trouver. Et la structure de la laine est très intéressante. Vous voyez, elle est constituée d'écailles qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et cette structure-là, elle va la rendre déjà extrêmement affine pour la teinture. La teinture, elle adore la laine. Les résultats sont toujours très beaux sur la laine. Ça va lui conférer aussi sa souplesse, son moelleux, son caractère enveloppant, le fait qu'elle frise. Alors ça a un inconvénient, parce que la laine, elle n'aime pas beaucoup les changements de température. C'est quand on a des changements de température brutaux, il y a un risque de feutrage. En fait, c'est les écailles qui s'en mêlent, qui s'accrochent les unes dans les autres. Et autant ça peut être quelque chose de recherché en termes de fabrication de tissus ou de création, autant c'est vraiment un risque qu'on prend quand on la fait changer de température de manière brutale. Vous avez une autre fibre d'origine animale qui est la soie. En fait, la soie, c'est le produit la sécrétion la chenille d'un papillon qui est le Bombyx du mûrier. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu de cocon de soie, celui-là vient du musée de la soie à Taulignan. Alors, c'est un fil qui est sécrété en double par 2 glandes de la chenille en question, donc il s'enveloppe dedans. Et puis à un moment à maturité, elle fait son trou, elle sort. Le problème, c'est que quand elle fait son trou, elle coupe le fil de soie. Alors si vous voulez faire circuler, pour ceux qui ont envie de jeter un coup d'œil au cocon, est-ce que vous avez une idée de la longueur d'un fil de soie? C'est très très long. Qui dit mieux? Oui, bah, oui, ça peut faire jusqu'à 1200 mètres, 700 à 1200 mètres, quand il n'est pas coupé en deux. Donc la soie, c'est aussi un très beau substrat pour la teinture végétale et elle va avoir une belle affinité pour la teinture. De l'autre côté, on a les fibres d'origine végétale qui sont les fibres cellulosiques. Alors dans les fibres cellulosiques, il y en a une qu'on connaît bien qui est le coton. Alors le coton, lui, provient en fait, d'un duvet qui se trouve sur la coque du fruit. Et c'est également une fibre qui va avoir un aspect un peu plat et spiralé, si vous voulez faire circuler. Et la longueur de la fibre, elle va, voilà, ici vous avez la fibre de coton. Vous voyez, elle correspond, elle a cet aspect spiralé. Sa longueur va déterminer la qualité de la fibre. Alors on pense souvent que le coton, on a l'image coton bio, écolo. Il faut savoir, le coton, c'est un énorme, la culture du coton, déjà, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas autochtone. Et surtout, elle est extrêmement consommatrice en eau et en engrais.
Donc, à part le coton bio, la consommation d'engrais est extrêmement importante. Donc, c'est vrai que d'utiliser du coton produit récemment pour de la teinture végétale n'est pas forcément une attitude éco-responsable. Alors, on peut utiliser, alors le recyclage des fibres donne des cotons de moins bonne qualité, mais sinon, on peut utiliser le coton qu'on a dans ses armoires, des vieux draps. Moi, j'en utilise pas mal pour mes tests. Mais en tout cas, c'est pas vraiment une fibre très écologique. Le chanvre et le lin, c'est des fibres qu'on appelle des fibres libériennes, c'est-à-dire qu'elles sont extraites de la tige de la plante. Et ça, ce sont deux fibres qui sont, d'un point de vue éco-responsable, assez vertueuses. Le lin, il est cultivé dans un croissant qui va de Caen à Amsterdam pour 80% de sa production mondiale. Il va avoir besoin de pas d'engrais, de très peu d'eau, c'est juste l'eau apportée par les conditions météorologiques locales. Et il a d'excellentes propriétés thermorégulatrices. En revanche, il a l'inconvénient d'être froissable, par exemple. Et ensuite, vous avez une série de fibres d'origine végétale qui sont l'ortie et l'aramie. L'aramie, c'est une grande ortie chinoise. On l'utilise notamment pour la fabrication des billets de banque. Donc, toutes ces fibres-là vont pouvoir être utilisées en teinture végétale. Alors, il faut savoir qu'il y a de la cellulose qui est utilisée dans des fibres dites artificielles, comme la viscose. Et cette cellulose, elle est retravaillée chimiquement. Donc, elle n'est pas nécessairement indemne, bien que d'origine naturelle, d'impact sur l'environnement, parce que parfois, il y a des composés chimiques qui vont servir à sa production, qui peuvent avoir un retentissement majeur dans l'environnement dans lequel ils vont être relargués. Alors, elle peut être testée en teinture, ça peut fonctionner ou pas, parce qu'il y a quand même de la cellulose dans sa composition. Alors maintenant, si on parle de la préparation des fibres, ça c'est vraiment une étape importante. J'ai souvent entendu, on me pose souvent la question, bah, une fois que tu as fait ta teinture, comment tu la fixes? Ben non, c'est avant qu'il faut préparer le terrain. Le terrain doit absolument se préparer parce que, contrairement à la peinture qui va apposer de la couleur à la surface des choses, la teinture, elle va aller au cœur de la fibre. Et pour aller au cœur de la fibre, il faut en dégager l'accès. Alors, dans les fibres, dans les tissus anciens qui gardent la mémoire des lavages, des tâches, il va y avoir déjà du travail, il y a de l'amidonnage souvent dans les draps anciens qui étaient amidonnés. Dans les fibres neuves, c'est le cas également parce que vous allez avoir tous les apprêts qui vont être utilisés pour filer le fil, pour tisser, pour ensuite conférer des qualités spécifiques au tissu, qui vont devoir être dégagées du passage. Donc il va falloir préparer le terrain et pour ceci, il faut laver le tissu. Alors on emploie un terme pour les fibres cellulosiques de décatissage qui consiste à le faire tremper dans l'eau froide avec plus ou moins du carbonate de soude, c'est selon les écoles et je dirais le risque qu'on veut faire prendre ou pas à la fibre. Et pour les fibres cellulosiques donc végétales anciennes, les draps anciens, il va falloir en plus faire ce qu'on appelle un débouillissage. Hein. C'est un peu comme à l'ancienne quand on utilisait les lessiveuses des grands-mères. Eh bien, c'est la faire bouillir pendant 2 heures dans une grosse marmite avec carbonate de soude, savon de Marseille. Alors, il serait intéressant d'avoir des machines à laver qui fassent ce travail-là. Or, il n'existe pas de machine à laver capable aujourd'hui de maintenir une température de 90 degrés pendant 1 heure, même si vous sélectionnez le programme 90. Donc, il y a quand même beaucoup de travail de ce côté-là. Alors, en ce qui concerne la soie et la laine, le traitement préparatoire est beaucoup plus doux parce qu'on va laver préférentiellement à la main. On peut parfois laisser tremper juste dans l'eau froide une nuit. Et donc, ça sera plus doux que pour les fibres cellulosiques. Alors, une fois qu'on a lavé, dans la mesure où la plupart des colorants qu'on va utiliser, ils n'ont pas d'affinité directe pour la fibre. Certains d'entre eux vont directement s'accrocher à la fibre, c'est le cas de l'indigo par exemple. Mais pour la plupart des colorants qu'on va trouver dans les plantes et qu'on appelle des colorants à mordant, ils vont avoir besoin
d'un intermédiaire pour s'accrocher aux fibres. Cet intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le mordant. Ça vient du latin mordere, mordre, et c'est un sel métallique, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, soit de la lin, soit du fer, qui va se fixer à la fibre, et ensuite on va pouvoir colorer la fibre, et c'est le colorant qui va se fixer au sel qui se sera fixé à la fibre. C'est d'accord. Alors, pour la soie et la laine, c'est super. Le mordant, il a une très bonne affinité pour la fibre. Donc, il va aller directement se fixer. Et puis après, il y aura l'étape du colorant. Pour les fibres végétales, tout ce qui est lin, coton, c'est pas du tout le cas parce que l'affinité est pas si bonne que ça. Donc, vous aurez un petit peu de mordant qui va se fixer. Et puis après, il y en aura qui continuera à flotter dans le bain. Vous allez perdre beaucoup des sels métalliques, vous allez perdre de la teinture, il y aura un tout petit peu qui se sera fixé sur le tissu, il y aura un résultat au début, quand vous faites ça, vous trouvez satisfaisant, mais à la fin, vous avez compris que vous pouvez faire beaucoup mieux. Pour faire mieux, il faut à nouveau refaire une couche de préparation de terrain. Et là, moi, ça m'avait déprimé la première fois, cette grande nouvelle. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Et cette étape-là, ça s'appelle l'engalage. Alors, engalage, ça vient de la noix de Galles. La noix de Galles, c'est une réaction du chêne à l'attaque d'un parasite. Et en fait, c'est comme une excroissance d'écorce qui va bâtir autour de l'intrus et de l'agresseur pour circonscrire l'agression. Et ces noix de Galles, elles sont extrêmement chargées en tanin. Oui. Voilà. Et donc, c'est de cette noix de Galles que vient le terme engalage. Donc, l'engalage, ça désigne un processus où on met une couche de tanin sur le tissu. Le tanin, c'est une molécule polyvalente qui va se fixer à peu près toutes les choses. Donc, le tanin va se fixer sur le tissu. Après, le sel métallique va se fixer sur le tanin. Et la couleur va se fixer sur le sel métallique. Donc, ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, ça rajoute une étape. Donc, si vous n'avez pas fait ce travail préalable, ce n'est pas la peine d'essayer de fixer la teinture et de gaspiller la couleur ensuite. Donc là, j'en ai terminé pour la préparation du tissu. On va parler un petit peu de la couleur des plantes, parce que c'est quand même l'objet de notre sujet. Alors, j'ai mis plantes tout court, j'ai pas mis plantes tinctoriales. Parce qu'en fait, dans les plantes, vous allez avoir tout un tas de composés qui vont pouvoir être utiles en teinture. Alors, ce qui est très important, c'est qu'ils n'ont rien à voir, la plupart du temps, avec la couleur visible de la plante. C'est pour ça que là, je vous ai mis cette feuille d'érable, et ça, c'est sa couleur en impression sur de la lin. Et la couleur donnée, c'est du jaune, parce que ce qu'on voit, le vert, c'est la chlorophylle. Et c'est le résultat du métabolisme primaire de la feuille, de la photosynthèse, mais c'est pas ça qui va être utile en teinture, parce que les composés colorés qui vont être utiles, eux, c'est des produits du métabolisme secondaire, mais qui vont avoir chacun une fonction. Ça peut être une protection par rapport à des agressions, comme l'ensoleillement, la sécheresse, des parasites. Par exemple, l'histoire de la noix de Galles, c'est un excellent exemple d'adaptation de la plante. Ça peut être des composés aromatiques comme dans le figuier, l'eucalyptus. Ça peut aussi avoir une fonction pour stocker des réserves et notamment pour les plantes vivaces. Ça peut aussi servir à la conservation pour permettre qu'un fruit reste accroché à son arbre sans tout de suite se dégrader. Donc tout ça, ça va donner tout un panel de structures en fait qui sont des composés chimiques, hein, même si c'est naturel, ça reste chimique. Et ils sont répartis en grandes familles. J'en ai cité quelques-unes. Les flavonoïdes, c'est les jaunes, très répandus les jaunes, extrêmement répandus. On en trouve des tas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était la couleur des pauvres autrefois, c'est parce que c'était très facile d'en fabriquer et de s'en procurer. Et c'est beaucoup des couleurs, des composés qui sont développés en réaction à l'ensoleillement. Alors, il y en a qui vont être plus ou moins solides, il y en a qui vont rester très stables, d'autres qui vont foncer, d'autres qui vont éclaircir, mais c'est vraiment une famille intéressante. Les anthracinones, c'est plutôt les rouges, les anthocyanes, c'est plutôt les violets. Alors, c'est ceux qui sont assez séduisants, comme ceux du chou rouge, etc., qui font des couleurs
assez bluffantes au début, mais qui sont hyper instables chimiquement, qui sont sensibles au pH. Et donc, vous allez passer comme ça du violet au rouge ou du violet au vert, rien qu'en lavant votre tissu dans une machine. Donc, ils sont intéressants a priori, mais en fait, ils n'ont aucune solidité, ils sont très difficiles à manier. Alors, il faut savoir aussi que dans une plante, il peut y avoir coexistence de plusieurs composés. C'est souvent le cas. Par exemple, dans la garance, il y a au moins 25 molécules colorantes. Vous allez pouvoir avoir des colorants et des tanins, différentes variétés de colorants. Et c'est ce qui fait aussi le charme des couleurs naturelles, parce que quand vous les comparez avec des couleurs de synthèse, vous voyez bien qu'il y a une différence de vibration. Et en fait, toutes ces composés vont tous additionner leur longueur d'onde, et puis ça va induire des vibrations qui sont différentes de celles d'une couleur synthétique qui est tout à fait monolithique. Et ça explique aussi pourquoi il y a une certaine harmonie. Quand vous observez le paysage, il y a une harmonie qui s'établit entre les couleurs naturelles. Et dernière chose importante, c'est que la distribution, elle peut être tout à fait variable dans les différentes parties d'une même plante. Donc, quand on parle d'une recette de teinture, on parle d'une plante donnée, à l'état frais ou à l'état sec, d'une partie de la plante donnée, récoltée à un endroit donné, parce que le sol est important, les conditions de l'environnement c'est important, et à un temps donné. Et il y a une extrême variabilité, alors ça fait partie de la difficulté de la teinture végétale, mais ça fait aussi partie de son charme. Ici, je vous ai donné un exemple qui est basé sur des plantes qu'on peut trouver autour de chez soi, pour vous montrer un peu qu'est-ce qui contient ou pas des composés colorés. Par exemple, dans l'aigre moine, vous avez des composés colorés de la racine au sommet des parties aériennes. Ici, vous avez la grande kélidoine, où vous avez des composés colorés qui sont dans toutes les parties aériennes. Donc tout peut servir, les tiges, les feuilles. Bon, à un moment donné, quand les tiges deviennent trop grosses, trop épaisses, je veux dire, il faut un peu les éliminer parce que le colorant ne va pas être concentré là. Mais ça donne un intérêt par rapport à la biomasse de la plante. Ici, vous avez la famille des rubiacées, la famille des garances, la garance, oui, 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 oui. Euh, Ça peut être donc cette famille, c'est la famille des rubiacées. Rubiacées pour rouge, voilà, c'est le terme latin pour rouge. Et donc c'est la racine qui va apporter la couleur. Après, là vous voyez, ça c'est de la garance voyageuse de notre jardin à Dieulefi, et la petite récolte de racines que j'avais faite. Alors vous pouvez utiliser des fleurs. On a l'impression que toutes les couleurs sont dans les fleurs, mais c'est pas si évident que ça. Il y a des couleurs qui ne vont pas persister, mais il y a quand même quelques plantes à fleurs qui fonctionnent super bien, et notamment le cosmos sulfureux et le coréopsis. Ça donne des très beaux résultats à la fois en teinture unie et en imposition de plantes sur le tissu. Vous pouvez en avoir dans les feuilles. Ici, l'exemple, c'est le figuier. Vous pouvez en avoir dans l'écorce. Alors, dans l'écorce du châtaignier, il y a de très beaux tanins qui vont donner de très beaux beiges. Dans le bois de cœur, ici, vous avez un fusté arbre à perruque et le bois de cœur donne un bel orange abricot. Vous pouvez en avoir dans les baies. Ici, c'est un exemple de suroyèble, c'est celui qu'on trouve dans les fossés qui n'est pas comestible, mais qui donne un très beau jus. Il y a le brou des noix. Vous avez la peau des fruits qui peut être très intéressante. Et là, la grenade, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle contient des tanins et elle fait de très beaux jaunes. Et vous avez, ça que tout le monde connaît, la pelure d'oignon. C'est un autre exemple de source de couleurs. Alors, pour extraire une couleur d'une plante dite à mordant, alors la plante à mordant, c'est celle qui va être hydrosoluble, soluble dans l'eau. Il y a une recette qui s'appelle la décoction. On utilise la plante, on la met dans une marmite avec de l'eau, on amène à ébullition, à frémissement, et on fait une décoction donc pendant à peu près 1 heure, au terme de laquelle on réalise une filtration et on récupère ce qu'on appelle ici un extrait liquide qui va contenir les colorants qui sont hydrosolubles. Et c'est cet extrait qu'on va utiliser comme un bain de teinture où on va immerger les fibres
une fois qu'elles ont été préparées comme on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, si jamais cet extrait liquide, on le débarrasse de tout son contenu en eau, on va arriver à ce qui s'appelle l'extrait de teinture. Alors là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus standardisé, qu'on peut se procurer, je dirais, chez les fournisseurs de teinture, et qu'il n'y a plus qu'à dissoudre dans de l'eau pour faire un bain. Il n'y a pas besoin d'extraire la couleur qui est déjà extraite. Alors, il faut savoir que pour certaines plantes, comme les fleurs notamment, il peut être utile de faire l'extraction de la couleur et la teinture en un seul bain, parce que le chauffage trop prolongé finira par altérer la couleur de la plante. Ici, je vous ai pris l'exemple, c'est alors un iris de Dieulefeld la semaine dernière. Et donc, vous les plongez dans l'eau tiède, et puis vous faites chauffer tout le monde en même temps. Ici, moi, j'ai rajouté un apron d'Emmaüs avec l'idée à la fin de le détricoter pour récupérer mon fil teint. Et donc là, ce que je souhaite vous montrer aussi, c'est que vous avez, ici, vous obtenez un vert, alors que vous êtes parti d'une plante à l'aspect mauve, enfin pourpre, enfin violet. Donc, il y a parfois une discordance entre effectivement l'aspect visible et puis la couleur obtenue par la plante. Alors là, je vais vous présenter quelques plantes qu'on pourrait qualifier de tinctoriales, parce qu'elles sont vraiment utilisées pour extraire de la couleur, pour produire telle ou telle teinte. Ici, vous avez une gamme de couleurs jaunes. Alors ça va du... Voilà, on est parti ici du vert, hein, qui est en fait un extrait de chlorophylle. Alors, le chlorophylle, c'est très compliqué, on ne l'obtient pas en décoction. Ça, c'est un extrait de chlorophylle produit de manière industrielle, mais ça vous donne un petit peu un étalon pour le vert, puisque ces couleurs, ensuite, elles sont distribuées sur un nuancier en suivant un petit peu la progression du cercle chromatique. Et là, vous voyez qu'on se rapproche du rouge avec des orangés qui frôlent le rouge. Plusieurs types de tissus ici. En haut, vous avez de la laine, de la soie, du lin, du coton. Et vous voyez que pour une couleur donnée, vous avez forcément la même saturation de couleur. Ça veut dire que l'affinité des fibres est différente. Dans un même bain, et ben c'est comme les portées des portées canines ou des portées de petits chats. Il y en a qui vont aller téter goulûment, et puis il y en a toujours un qui va rester de côté et qui se débrouillera moins bien que les autres. Donc il y a vraiment des affinités variables pour la teinte. Deuxième chose, vous avez ici, là j'ai mis en exergue le gold standard un petit peu des jaunes. C'est vraiment le jaune primaire, celui qui vous permettra de fabriquer des verres avec l'indigo. Et ce jaune-là, il est obtenu avec la gaude. Son nom latin, c'est Reseda luteola. Et on utilise toutes les parties de la plante pour fabriquer ce jaune. Donc ça, c'est vraiment une plante autochtone qui a une grande solidité. Elle fait partie des couleurs grand teint. Alors le grand teint, ça a été une notion qui remonte à Colbert. Hein, donc c'était bien avant l'invention des couleurs de synthèse. Et grand teint, ça veut dire résistant au lavage, à l'usure, à la lumière et à la sueur. Donc dans les teintures naturelles, vous avez des couleurs solides. La gaude en est un exemple. Et ça veut dire que je veux dire, un reproche qui peut être fait à la teinture végétale, c'est son absence de solidité. C'est totalement relatif, parce que si vous choisissez des couleurs solides, vous avez un résultat solide. Et la dame à la licorne et la tapisserie de Bayeux ont été faites en teinture végétale naturelle. Il y a toujours les couleurs d'origine. Alors, dans cette famille-là, peut-être pour ceux qui ont des beaux arbres ornementaux chez eux, ce qui peut être intéressant, c'est de vous signaler l'arbre des pagodes. Ah, il manque un S, Jean-Pierre. Sophora japonica, qui a été importé de Chine et qui, comme un arbre ornemental, alors il est venu au XVIIIe siècle servir d'arbre ornemental. Il a une floraison qui se produit en juillet et qui fait des tapis de fleurs jaunes qui sont excellentes en teinture végétale. Il y a un autre jaune qui est intéressant, c'est le chanvre bâtard. Alors c'est un
C'est un chanvre bâtard qui, comme le chanvre qui sert à faire du tissu, est dénué d'activité psychotrope, mais qui fait aussi un jaune qui est intéressant, solide, et en plus qui a une biomasse importante parce qu'on peut utiliser, c'est une plante qui est assez haute et qu'on va pouvoir utiliser dans toutes ces parties aériennes. Maintenant, on va avancer vers les rouges. Alors, le gold standard des rouges, c'est la Garance des teinturiers. Donc, qui effectivement fait des rouges absolument magnifiques. Alors, la Garance, on utilise la racine. Et autrefois, elle a fait la fortune du Vaucluse, puisqu'elle était beaucoup cultivée dans le Vaucluse et il y avait 35 000 tonnes qui étaient produites par an. Alors, sachant que c'est une plante qui peut être, dont on peut récolter la racine après un cycle de 3 ans, qu'il en faut 150%. Alors, quand on parle de pourcentage, c'est par rapport au poids de tissu sec. Pour teindre, voilà, si vous voulez teindre 1 kg de lin, vous aurez besoin d'1 kg 500 de Garance. Donc ça vous dit que le rendement, enfin je veux dire, il faut en mettre. Et donc c'était vraiment, c'est une couleur de luxe quoi, mais elle est quand même tout à fait magnifique. Et donc la molécule clé qui lui donne cette merveilleuse couleur, c'est la lizarine, et c'est celle-ci qui a été synthétisée donc au 19e siècle. Et donc, dans les précurseurs des colorants de synthèse, il y a des gens de la famille Bayer qui ont donné ensuite ces laboratoires Bayer, qui ont fabriqué des tas d'autres choses par la suite. Un très beau bois rouge, le bois de sapin, ça c'est un bois indonésien. Alors, c'est un bois exotique, hein, vous voyez, il y a quand même des couleurs qui sont exotiques. Dans cette famille-là, il y a un bois qui s'appelle le Pernambouc, qui est utilisé au Brésil, mais qui malheureusement a été victime de son succès et dont l'utilisation est extrêmement contrôlée. C'est un bois qui sert à fabriquer les archers. Donc, donc moi, quand j'entends parler d'un luthier, je me dis peut-être qu'il faudrait que je lui demande qu'est-ce qu'il utilise pour fabriquer ses archers, si je peux pas récupérer des copeaux, s'il s'agit de Pernambouc, mais ça devient compliqué même pour les luthiers d'utiliser le bois de Pernambouc. Je vais passer à une catégorie qui est une catégorie que moi j'aime beaucoup. C'est la catégorie des plantes à tanins. Donc quand vous voyez cette palette-là, vous voyez que c'est quand même c'est une palette des beiges avec toute une gamme de nuances qui vont aller du jaune au rosé. Ce sont des tanins qui sont dans leur couleur naturelle, éventuellement avec les plantes, avec les composés colorés associés dans la même plante. Je vous signalais tout à l'heure la grenade. Je vous ai montré tout à l'heure une noix de Galles du chêne. Et en termes de tanin, ce qui fait référence un petit peu des talons or, c'est vraiment la noix de Galles du chêne qui sert à fabriquer les noirs. Alors ce que vous voyez là, vous ne parlez ni noir ni gris. Ce qui va permettre d'obtenir les noirs, les gris et les marrons, ça va être la mise en contact des tanins avec le fer. Quand vous allez mettre les deux en contact, vous allez obtenir un noir qui est immuable. C'est-à-dire qu'il est, voilà, celui-là, il est ultra solide, quoi. Alors, ça sera pas forcément un noir corbeau qui est quand même un petit peu bleuté, mais vous allez avoir toute une gamme de marron, toute une gamme de gris, des noirs, et dans ces gammes-là, vous allez avoir des nuances, parce que dans la nuance des marrons, vous avez des marrons plutôt vers le rouille, des marrons plutôt vers le kaki. Dans la gamme des gris, vous allez avoir des gris mauves, vous allez avoir des gris plutôt verts. Et donc ça vous donne une palette de nuances infinies. Donc là, on a vraiment des beaux ingrédients pour la teinture. Dans les beaux tanins, il y a celui du châtaignier qui est vraiment, qui vous voyez déjà donne dans sa couleur naturelle, sans exposition avec le fer, de très beaux camels, des couleurs un petit peu caramel. Je vous signale l'avocat. Alors l'avocat, c'est pas une ressource autochtone, hein, et c'est sûr que on peut discuter de son impact sur l'environnement parce que il y a quand même des monocultures qui se font en Amérique du Sud pour obtenir de l'avocat. Mais néanmoins, si vous pouvez, quand vous récupérez des écorces d'avocat, moi je les garde toutes, hein, ça vous permet d'avoir alors ici, vous avez des rosés parce qu'il est utilisé ici à une concentration assez faible. Mais si vous montez à 100%, vous allez pouvoir avoir des beaux rouges.
Et quand vous allez l'exposer au fer, vous allez avoir une gamme de violets aussi qui sera très intéressante. Donc voilà pour vous dresser un petit panorama des couleurs à mordant. Alors vous avez vu qu'on n'a pas encore parlé du bleu. Le bleu, l'indigo, c'est un cas à part. Je pourrais vous en dire que quelques mots parce que c'est tout un autre univers de fabrication. Et qu'est-ce qui change beaucoup avec l'indigo? C'est que contrairement aux autres couleurs à mordant, eh ben celle-ci, elle n'est pas soluble. Elle a l'avantage de, une fois qu'elle est extraite, de pouvoir se fixer directement au tissu, mais malheureusement, on ne peut pas la dissoudre. Et elle a besoin d'étapes préliminaires pour pouvoir être transformée à partir de la plante. Alors dans les plantes, indigo, c'est le nom d'une couleur, c'est pas le nom d'une plante. Et l'indigo, il peut s'extraire à partir d'une centaine de plantes différentes. Et là, je vous ai listé les 3 plantes essentielles. Il y a notre indigo à nous, qui est le pastel des teinturiers, c'est l'indigo de Jean-Pierre, du pays de Cocagne. Donc c'est le bleu qui a fait la fortune de l'Albigeois et du pays d'Amiens au Moyen Âge, et puis qui a un petit peu, je veux dire, perdu en côte quand sont arrivés des indigos plus saturés venant d'Inde. Vous avez une autre plante qui est l'indigotier, celle-là qui va être plutôt utilisée en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Et enfin, vous avez la persicaire à indigo, qui elle est utilisée beaucoup au Japon. Donc, une fois qu'on a ces plantes et qu'on les a cultivées, il y a encore du boulot parce qu'il va falloir extraire de pigments. Alors, il y a des tas de processus de fermentation, de macération dans l'eau. Euh, pour le pastel des teinturiers, on utilisait la collerette basale des feuilles la première année, qui était mise à fermenter dans des espèces de coques utilisées dans Albigeois, d'où le nom de pays de Cocagne. Et donc ça, c'est déjà un processus qui est long. Et c'est l'oxygène qui va permettre la formation de la molécule. Donc qui va permettre d'obtenir ça, cette molécule-là qui est très très merveilleusement bleue. Mais celle-ci, vous n'allez pas pouvoir la mettre dans votre marmite d'eau. Il va falloir utiliser un autre processus parce qu'elle n'est pas soluble. Et il faut jouer avec l'oxygène. Si je veux être bleue, il faut que je lui en donne. Si je veux qu'elle se dissolve, il faut que je lui en enlève. Donc pour enlever de l'oxygène à l'indigo, il faut utiliser un processus chimique qui s'appelle l'oxydoréduction. Et c'est ce qu'on appelle, quand on parle de cuve indigo, ça parle de cuve parce que c'est le récipient, mais c'est aussi les composés qu'on va mettre dedans pour mettre en œuvre cette oxydoréduction. Donc vous voyez que vous avez une espèce de mousse bleue qu'on appelle la fleur d'indigo, que là, ça paraît un peu, ça ressemble à une vilaine tache d'huile sur le sol. Alors, ça a des reflets jaunâtres, verdâtres. C'est pas très, très, très joli. Et pour obtenir la teinture du tissu, il va falloir faire des alternances de trempage dans la cuve et d'exposition à l'air ambiant. 10 minutes, 3 fois de suite. Et à chaque fois, vous massez votre tissu dans la cuve en évitant de trop remuer parce qu'il ne faut surtout pas faire entrer l'oxygène. Et puis ensuite, quand vous sortez votre tissu, vous allez, alors là, l'exposer à l'oxygène. Alors vous voyez, il y a des mains qui bougent vite. Alors vous l'étalez, il faut le masser. Et vous voyez qu'il a cette couleur, effectivement, vert bleu canard, qui progressivement, au fur et à mesure, qui va être travaillé à l'air ambiant et au contact de l'oxygène, va permettre d'obtenir le bleu qu'on connaît. Oui, 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 donc c'est complètement, c'est histoire de vous montrer que c'est complètement différent de la cuve de teinture. Voilà, donc là, je vais fermer le chapitre de l'Uni et on va aller un peu plus dans je dirais, dans la forme des plantes. Ça, c'est une technique qui s'appelle tatakizome, qui consiste à marteler des feuilles. Alors, elle nécessite très peu de matériel, très peu de préparation. Il faut juste un tissu en fibre naturelle, un vieux drap, qui est lavé, que vous pliez en deux autour d'une plante. Alors ici, j'ai sélectionné dans cette photo, vous avez une des plantes, comment dire, assez emblématique des plantes à tanin, qui est le sumac des corroyeurs ou le vinaigrier. Alors corroyeur, hein, c'est pour
Ça fait référence à son utilisation dans le tannage du cuir. Et donc cette plante-là, elle est disposée entre le tissu replié. Elle va être martelée avec un maillet, surface bien convexe, pour pouvoir dégager et imprimer le tissu avec tout le sucre de la plante. Une fois que le sucre de la plante a bien pénétré dans le tissu, on ouvre le tissu, on décolle la plante, on la met au compost. Et ici, vous voyez, vous avez récupéré la plante avec sa silhouette tout en vert. Alors là, on a l'aspect chlorophylle. L'étape suivante, ça va être de mettre ce tissu au contact du fer. Donc, quand le tanin présent dans une plante rencontre le fer, il noircit. Moi, je vois des endormissements. Alerte, alerte, alerte. Voilà. Donc, vous voyez ici la plante qui va progressivement se noircir au contact du fer. Et vous voyez ici, elle a sa silhouette en noir. Et donc, ça, c'est vraiment une technique qui va vous permettre de faire un petit peu un diagnostic de vos plantes et d'obtenir un herbier imprimé de votre jardin. Vous pouvez faire ça avec toutes les plantes qu'il y a autour de vous. Alors ici, vous voyez, tout est noir. Donc, a priori, il y a du tanin dans toutes les plantes. Là, c'était une petite sélection de plantes que je savais contenir des tanins, que j'ai utilisé pour voir laquelle était la plus riche. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous allez avoir une idée de y a-t-il ou pas du tanin, là, ça reste vert, il y en a pas, c'est de la grande camomille. Là, c'est noir, il y en a. Est-ce que c'est quelle est l'intensité du tanin et quelle est la distribution? Là, vous voyez que la feuille de cornouiller a une grande intensité en tanin comme la benoîte. Et donc ça vous permet déjà de faire un tri dans vos plantes autour de chez vous. Ici, vous avez des plantes dont vous pouvez être sûr qu'elles n'ont pas de tanin. Là, c'est un exemple avec le micocoulier. Alors ça, c'est du micocoulier, c'est du rejet que moi j'avais soigneusement collecté pour récupérer les feuilles, les faire sécher, faire la teinture. Et je m'aperçois que le tanin, il est uniquement dans le pétiole. Alors je vais cueillir une feuille sur l'arbre lui-même, et là je me dis, ah bon, quand même, ça a un petit peu grisé. Alors vous voyez que ça n'est pas un véritable gris, il y a aussi un peu de vert dedans. Donc ça veut dire à la fois qu'il y a de la couleur et à la fois du tanin, mais quand même beaucoup moins que dans une feuille de cornouiller. Alors là, je vous ai mis un petit, ce que j'appelle le détail qui pue. Vous connaissez ce qu'on appelle l'arbre qui pue? Les lentes, c'est celui qu'on voit proliférer partout, par drageon, par voie aérienne. Nous, il y en a un qui s'est mis dans notre terrasse. Et en fait, quand on froisse les feuilles, c'est une odeur désagréable. C'est entre la chaussette macérée et le beurre de cacahuète. Et là, je me suis aperçue, en faisant le martelage, j'ai localisé les glandes qui puaient. Vous voyez, là, on les voit. Et ça ressemble, moi, ça m'a fait penser aux petits yeux d'un trilobite, un petit animal préhistorique sous-marin. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Alors maintenant, je vais vous parler de la technique finalement qui probablement est la plus intéressante quand on aime les plantes et la forme des plantes. C'est vraiment une technique qui va utiliser le contact direct de la plante avec le tissu. Elle s'appelle EcoPrint. Et EcoPrint, ça vient d'une Australienne qui s'appelle India Flint, qui a beaucoup pratiqué cette méthode, qui lui a donné ce nom et qui a beaucoup communiqué cette méthode. Donc on utilise ce terme anglo-saxon pour désigner cette technique. Mais c'est une technique qui est magique parce que bah déjà, elle va vraiment jouer sur la magie de la forme naturelle des plantes. C'est une technique où vous pouvez vous laisser aller à votre imagination, ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez vous affranchir de l'exigence de la teinture unie et de son uniformité. On peut vraiment se faire plaisir avec ça. Et en plus, on peut utiliser plein de matériel à recycler. Ça marche super bien sur du linge ancien, sur des vieux draps qui ont une histoire. Donc, vous pouvez à la fois réunir l'histoire de votre linge et celui de votre jardin. Et puis là, ce que vous voyez ici, ce sont ce qu'on appelle des bundles. Ça, c'est un mot assez magique. Et ça, c'est un petit peu un rituel. Votre déballage de bundle, ça va être un rituel. C'est comme quand vous allez déballer vos cadeaux sous le sapin de Noël, avec une fois son lot de déception aussi.
parfois sur l'eau de bonne surprise. Mais ça, c'est vraiment, et puis ça permet oui, ça permet vraiment une connexion avec la nature et d'aller très loin dans la relation avec son jardin. Alors, comment ça marche en pratique? On prend du tissu qui là est préparé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est important. On va mettre des plantes dessus, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein. On va replier le tissu, on va l'enrouler autour d'un support, on va le ligaturer et ensuite on va mettre tout ça à cuire. Alors, soit on met à cuire dans un bain de teinture, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc en plus, il y aura la teinture du bain qui va se rajouter sur l'ensemble. Soit on le fait cuire à la vapeur. Et notamment pour la soie, c'est mieux de le faire cuire à la vapeur. Donc une fois que vous avez tout ça, vous allez avoir votre bundle qui est cuit, vous allez le déballer, vous allez retirer les plantes et vous allez découvrir quel est votre motif. Alors là, par exemple, c'était une disposition de plantes sur le tissu. Donc ça, c'est avant cuisson. Et là, ensuite, c'est après cuisson. Et donc, vous voyez, vous retrouvez ici le cadre dans lequel on avait disposé les plantes avec du tissu qui était replié de part et d'autre, hop, qu'on avait roulé. Et vous voyez le résultat, eh ben, qui est parfois assez surprenant, notamment les pétales de coquelicot et leur rouge vif en cuisson vont donner des silhouettes ponctuées qui sont comme ça un petit peu gris-bleu. Et où vous voyez quand même la forme des feuilles. Ici, c'est une Centaurus scabieuse qui se dégage assez nettement. Donc voilà ce que ça donne après, après cuisson. Une fois qu'on a enlevé les plantes, on va les mettre au compost. Mais ce qui est sympa aussi dans la technique, c'est que parfois on trouve des choses très très belles, même pour une plante qui aura tout donné. Là, par exemple, moi, ça m'a fait l'effet d'un vitrail, c'est de la pelure d'oignon et c'est une hippomée. Ici, vous avez ce mauve, ce gris mauve qui vient de la réaction fer-tanin. Donc, vous avez aussi des choses finalement assez belles dans les végétaux que vous allez composter. Alors là, je vais faire mon petit point sur la forme des feuilles parce qu'elle est quand même très inspirante. Et souvent, je veux dire, comme on n'y voit que du vert d'habitude, on ne prête pas trop attention aux feuilles et c'est un peu là qu'elles vont beaucoup se révéler. D'autant que les plantes à tanin, elles vont être soulignées par la réaction fer-tanin. Et donc ça va permettre d'avoir des détails extrêmement fins et précis sur les plantes. Comme ici, vous voyez, c'est un foliole d'une feuille de châtaignier. Vous voyez ici toutes l'extrémité des petites dents. Ce que vous voyez ici à la base, c'est ici c'est le pétiole et du tanin qui s'est écoulé. C'est du jus de plante dont on voit des traînées comme ça et ça donne parfois un effet dynamique. Ici, vous voyez, c'est des feuilles de grenade. Ça, c'est extrêmement, c'est des larmes noires, quoi. Et ici, c'est le fameux sumac décorroyeur, qui est vraiment une plante emblématique. On la trouve beaucoup sur les motifs éco-print, parce qu'elle est grande, elle est assez spectaculaire, et elle est assez, je dirais, répandue. Dans les feuilles, vous avez un côté lune et un côté soleil. Quand vous voyez une réplication de feuilles pour symétrie, elle n'aura pas le même aspect d'un côté que de l'autre. Ici, cette feuille de cônassier, c'est son côté lune. Le côté lune, ça va être le dessous de la plante. C'est elle qui aura le plus de tanin. Et puis le côté soleil, ça sera le dessus de la plante. Alors le dessus de la plante va être plus pourvoyeur de couleurs, le dessous plus de tanin. Et sur le dessus de la plante, ce qu'on verra des tanins, ça va se passer en fait dans la nervation, hein, dans les nervures de la plante. Donc vous voyez, c'est des aspects très différents. Ici, vous voyez le cas de figure sur un fusté, entre ici le côté soleil et ici le côté lune. Ça, c'est la même chose avec le fusté en mode tanin, donc il y a extrêmement noirci. Ici, vous avez une feuille de rosier. Les rosacées sont très intéressantes. Toutes les familles des rosacées, que ce soit les ronces, les rosiers, ont des tanins et puis peuvent livrer leur forme au travers des tanins. Donc là, vous voyez aussi les deux aspects d'une même feuille. Et donc là aussi, quand on les pose sur le tissu, il faut réfléchir au revers ou à l'envers enfin, au recto ou au verso de la plante.
même quand une plante n'a ni couleur ni tanin, elle peut quand même être intéressante parce qu'elle peut quand même prêter sa silhouette et être révélée par, par finalement le pourtour, comme on le ferait avec un pochoir. Ici, je vous ai montré, ben voilà, ça c'est des feuilles de plantain lancéolées. Et ici, ce sont des feuilles d'une coronie bigarrée que j'ai dans mon jardin à Dieucfy. Et autour, c'est un bain de tanin d'érable. Ici, vous avez, c'était le feuille d'un petit oranger du Mexique et un fond de tanin châtaigne. Ici, vous avez ce qui ressemble à un cœur avec une petite queue très exubérante. En fait, ça, c'est la feuille du nipporé qui n'a pas de couleur, mais qui a une très jolie forme. Et ça, c'est les samarres d'un frêne. Donc même avec une plante qui n'a pas de couleur, vous pouvez quand même la traduire sous forme de motif. Après, en fonction des tanins, en fonction de l'absence de tanins, vous allez avoir toutes sortes d'effets. Vous allez avoir des effets très cernés, là, comme autour d'un géranium, des feuilles d'érable de Montpellier, autour d'une feuille de rosier Banks, où vous allez avoir pas d'effet. Ça, c'est du bambou sacré, donc il ne contient pas de tanin. Donc il y a un effet pochoir, mais qui n'est pas rehaussé pour les tanins. Là, vous avez la feuille de grenade très dense en tanin qui va donner du jus, qui va même fuser. Là, vous voyez du tanin qui fuse de partout, qui donne cet effet un peu flouté. Ici, c'est un Troène de Chine. Alors, c'est une- effectivement, c'est un panicule qui ne va pas révéler une forme nette et précise, mais ça peut donner quand même une ambiance. Et si je l'ai fait en plus, c'était en fin novembre. Moi, ça m'a fait penser à un paysage enneigé, quoi, d'arbres. Donc en fait, on peut avoir des effets extrêmement variés avec toutes ces plantes. Avec les feuilles, on peut aussi s'amuser à décomposer. On détache les folioles et on va fabriquer d'autres choses. Ici, ce sont des feuilles de cornouiller qui sont organisées autour d'une rondelle d'oignon qui est découpée dans la plure. Ici, eh ben, c'est deux feuilles différentes, je dirais, qui se rejoignent un peu dans la courbe de leur pétiole. Ici, c'est une fleur fabriquée avec de la chili millefeuille et un cœur de rumex. Ici, c'est une utilisation un peu hors champ des fameuses folioles de cet arbre qui pue et donc qui ont créé un motif finalement qui est assez moderne et qui ressemble pas vraiment à une plante. Ici, ce qui pourrait être une organisation de feuilles, c'est en fait un jeune chêne de l'année, c'est un chêne juste germé, c'est un chêne entier en fait, qui a encore ses 5 feuilles dans un seul et même plant et qui, au contact du tanin, a fait cette très jolie fleur noire. Alors, en termes de ressources végétales, moi, ma démarche, elle a été surtout euh, et ben de faire avec ce que j'avais dans mon propre jardin et de commencer à appréhender, je dirais, le végétal avec ce que j'avais appris et puis à apprendre justement à découvrir toutes ces plantes. Alors, ma première expérience, elle s'est faite pendant la sécheresse d'il y a 2 étés. De toute façon, on tondait plus le gazon, il y avait de toute façon plus rien qui poussait, tout était sec. Et j'ai commencé à voir des petits trucs qui tiraient leur épingle du jeu. Au début, je n'arrivais pas bien à les intensifier. Je me suis débrouillée comme je pouvais avec PlanteNet et là, j'ai fait des premiers repérages. Et dans mes premiers repérages, j'ai trouvé ce fameux millepertuis. Et alors au printemps, quand il s'est agi il fallait quand même un peu tondre et puis faire un peu place nette, il y avait toutes ces ornithogales qui étaient en fleurs. Alors je dis, on va laisser d'abord fleurir les ornithogales et après on se mettra à tondre. Et j'ai commencé à faire des tontes sélectives. Et comme Gaston Lagaffe autour de ses pâquerettes, j'ai essayé de faire la même chose autour du millepertuis. Alors si certains d'entre vous ont des tuyaux d'équipement sur des mini tondeuses, je suis assez preneuse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas vraiment une lubie et que ça se fait partout maintenant. Qu'on aille en campagne ou en ville. Là, c'est au jardin des Tuileries. Alors, il n'est pas très joli celui-là, mais vous voyez, celui-ci a dit, il est quand même, je veux dire, ça dessine quand même des formes et des contrastes entre l'herbe rase et l'herbe laissée libre. Ici, c'est notre jardin à Diophy. Et là, c'est le parc Blandan qui parle de nature spontanée. Parce que moi, j'ai beaucoup cherché à nommer ces plantes qui m'intéressaient. D'abord, pour moi,
c'était des mauvaises herbes. Ça, c'était dans mon ancienne terminologie, mais ça n'existe plus pour moi, les mauvaises herbes. Après, sont-ce des plantes libres? Pas vraiment, parce qu'il y en a quand même qu'on va tondre, il y en a quand même qu'on va arracher, bref. Après, ben voilà, est-ce que ce sont des plantes compagnons? Et ce terme, moi, il me va bien, parce que je trouve qu'il y a vraiment, je dirais, une espèce de relation qui se crée. On essaye de préserver ces plantes, on leur laisse la possibilité de se développer, et on a l'impression que parfois elles nous le rendent au centuple. Donc moi j'aime assez ce terme. Effectivement, dans cette pratique, moi j'ai quand même trouvé beaucoup de bénéfices. Alors des bénéfices auxquels je m'attendais, c'est qu'effectivement j'allais préserver mes ressources tinctoriales, sachant qu'il y a des ressources créatives que je ne soupçonnais pas encore avant de découvrir un certain nombre de choses. En termes d'apprentissage botanique, eh ben moi ça m'a aidé, parce que de voir un cycle complet de plantes se dérouler, eh ben ça aide quand même à l'identification plutôt que d'observer une tige coupée par le rotophile, quoi. Ça a été un terrain d'observation assez merveilleux, quoi. Enfin, juste d'observer. Moi, je me lève le matin, je vais faire un tour dans mes zones de biodiversité et j'observe ce qui s'y passe et je pourrais y rester des heures parce qu'il y a des insectes, il y a toute une vie, il y a toute une interaction qui se développe. Et puis, c'est vrai que j'ai retrouvé le plaisir de cueillir des fleurs et de faire des petits bouquets. Et les chats sont pas les plus mécontents parce qu'ils ont des zones pour se cacher de manière très régulière. Alors malgré tout, dans les petits trésors quand même, c'est le plaisir d'observer les pollinisateurs à l'œuvre. Et ça, c'est vrai qu'on se dit, ben oui, c'est peut-être parler de biodiversité, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais malgré tout, il y a quelque chose qui se passe. Et en plus, visuellement, c'est un enchantement, pour moi en tout cas. Les insectes, il n'y a pas que les pollinisateurs, il y a de très beaux insectes. En plus, certains sont doués de mimétisme pour les couleurs. Et alors, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est le caractère, cette tendance du coléoptère, voire des punaises, que j'ai retrouvé. Alors ça, c'était dans un très beau bar à Montpellier sur des coussins en velours. Et ça, c'est au salon Première Vision à Paris. C'est un salon destiné aux stylistes où tous les fournisseurs de tissus exposent les tissus pour les futures collections. Donc ça va être un peu une des tendances imprimées de l'été 2025. Ici, c'est du tulle rebrodé, ici, c'est un coton imprimé. Donc la nature, elle est inspiratrice bien, bien, bien au-delà de la teinture végétale. Alors là aussi, je suis tombée sur des pépites, une orchidée, alors je sais jamais si c'est Ophrys, araignée ou bourdon, mais j'en ai 2 sur le terrain. Et alors, mais quand on la voit se développer, mais c'est un enchantement. Les fruits de la luzerne, luzerne orbiculaire, j'avais jamais vu ça moi avant. Et moi, moi ouais, ça me transporte. Et même ce que je classais dans la catégorie des pissenlits auparavant, ici c'est la famille des crépices, mais je sais pas bien les identifier. Quand on voit ce que donne la fleur et le fruit après maturation, ça a parfois aussi, je trouve, beaucoup de charme. Et il y a un certain nombre de spécimens que moi j'ai mis de côté pour mes décors de Noël, par exemple. Mais je trouve que c'est vraiment un terrain de découverte prodigieux. Alors, il y a bien entendu des inconvénients. Alors, moi, ce qui me fait, je ne sais pas si le terme stressé est le bon terme, mais ce qui me préoccupe souvent, c'est de veiller à tous les prédateurs humains bien intentionnés. Mais en fait, ça vient des pratiques qu'on a eues longtemps avec les jardins, de tout avoir, d'avoir des jardins nets, bien tondus, bien taillés, et que ce soit des professionnels, des paysagistes, des jardiniers, et ben on a cette tendance à, et c'est vrai que quand un jardinier professionnel vient nous aider à l'entretien du jardin, moi je me dis il faut que je sois là, il faut que je le briefe, il faut qu'il touche pas ci, il faut qu'il touche pas ça, et c'est une source de, enfin il faut s'y mettre, et c'est pas évident. Et en plus, je pense que d'imposer un jardin punk comme ça de but en blanc, c'est trop brutal. Il faut y aller graduellement et il faut faire beaucoup de pédagogie. Et le corollaire aussi, c'est qu'il faut faire un entretien régulier. Mais là, ça permet d'avoir aussi eh ben, des petits cycles sympas de plantes et des plantes qu'on peut ensuite utiliser pour ses propres expérimentations de teinture. Alors moi, mes teintures,
Mes récoltes, en fait, je les conditionne par l'usage, en fonction de l'abondance des plantes que j'observe sur mon terrain. Soit elles me permettent d'être récoltées suffisamment pour produire des unis, soit elles sont en quantité modeste, mais elles me suffisent pour réaliser des impressions directes. Et donc, eh ben, je vais conditionner ça par l'usage. Donc, je vais récupérer du figuier, des feuilles de figuier d'une taille, je vais les faire sécher, je vais cueillir des millepertuis et des achillées millefeuilles pour les faire sécher. Ou alors, je vais me faire mon petit panier de prélèvement pour réaliser des impressions végétales au contact. Mais de toute façon, en jouant sur une ou l'autre technique, on peut aussi s'adapter à l'abondance des plantes. Alors maintenant, je vais ouvrir le chapitre un peu inspiration. Alors j'aime bien cette photo ces feuilles d'iris déjà flétries qui peuvent être très utiles en teinture. Et puis cette sauterelle là, moi je trouve ça en termes d'harmonie de couleurs, voilà, tout ça je trouve c'est inspirant aussi. Dans les résultats qu'on va obtenir en termes de style, le sel métallique, il est extrêmement important. Vous voyez qu'ici, une préparation à la lin va plutôt aviver les couleurs. Et une préparation avec un mordant au fer va, au contraire, assombrir les couleurs, rompre les couleurs, les rabattre et noircir les tanins. Donc vous avez des effets qui sont totalement différents et des styles différents. Il y a des gens qui aiment bien les couleurs vives, il y en a d'autres qui adorent les sombres et les noirs. Et donc ça a vraiment un impact sur le style de ce que vous créez. Ici, c'est un exemple où on a sur une même plante, euh, la plante, elle va être traversée à la fois par de l'alun et par du fer. Ici, vous avez une feuille de ronce et ça, c'est son empreinte de l'autre côté du pied. Ce tissu-là, il contient de l'alun, donc il va révéler toutes les couleurs vives, tous les jaunes. Et il a été enroulé autour d'une tige en acier. Donc vous voyez ici un peu la colonne vertébrale. Et au contact du fer de l'acier, vous voyez quand il y a contact, il y a noircissement de tanin. Et donc là, vous pouvez avoir ce passage au travers d'une plante et de voir cet effet coexister sur une même plante. Vous pouvez vous amuser avec la façon dont vous allez plier le tissu. Le résultat va être différent. Ici, vous avez une certaine façon. Ici, un pli diagonal. Ici, on replie de chaque côté par-dessus les plantes. Ici, c'est dans la verticale. Et ça va vous donner des résultats différents, puisque vous allez jouer sur les symétries. Et là, vous pouvez jouer et vous amuser beaucoup avec toutes les expérimentations possibles. C'est presque nos limites. Les ligatures, peuvent avoir un effet intéressant. Donc la ligature, je vous rappelle, hein, c'est pour saucissonner et bien comprimer le tissu que vous avez enroulé avant de le cuire pour l'impression végétale. Et quand ce tissu, vous l'avez par exemple plongé dans un bain, ici c'était dans un bain d'oignon, de pelure d'oignon, quand vous allez enlever le fil, vous allez voir des zones qui ont été préservées de la teinture. C'est ce qu'on appelle des zones de réserve, c'est-à-dire des zones où la teinture n'est pas arrivée. Et ça va vous donner un effet visuel. Ici, vous en voyez un avec une ligature qui a été entrecroisée. Ici, c'en est un autre. Là, vous voyez, c'est le fameux violet du bois de Campeche, ce bois du Brésil qui a un violet assez puissant. Ici, c'est du jaune d'une feuille de fusté. Là, ce qui est intéressant, c'est les courbes des ligatures. Donc ça, c'est sur une étamine de laine. Alors, quand vous faites ça sur de la soie, ça peut avoir un effet d'autant plus intéressant que quand la soie est exposée à température avec un pli, ça va marquer le pli. Il ne va pas disparaître au repassage. Donc quand vous avez un effet comme ceci à la sortie de la cuisson, bon, quand vous repassez derrière, généralement il s'efface, mais il y a des moments où ça reste. Et parfois, ça peut se voir sur le motif. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est découper les plures d'oignons pour faire des petites choses comme des cœurs de fleurs. Ah zut, pardon. Il faut pas que je revienne en arrière, trop tard. Des cœurs de fleurs, ou alors des petites demi-lunes ou des petites mosaïques.
Donc ça, vous pouvez vraiment jouer là-dessus, puisque vous allez avoir vraiment la forme qui va être hyper respectée, hyper circonscrite. C'est une autre façon de jouer. Vous avez la possibilité, en fonction des pliures, de créer des effets graphiques. Ici, c'est avec du millepertuis. C'est le millepertuis ornemental. Ici, c'est avec quelques feuilles d'eucalyptus récupérées dans un bouquet. Alors ça, les feuilles d'eucalyptus des bouquets, il faut pas les jeter, hein. Elles sont très utiles et très productives. Vous avez la notion de réapplication des motifs et la notion de fantôme. Alors, qu'est-ce que c'est un fantôme? Là, vous voyez, vous avez... Pourquoi il marche parfois pas? Ici, vous avez une feuille de fustaie qui est posée sur le tissu. Et ensuite, le tissu est roulé sur lui-même. Et en étant roulé sur lui-même, il va y avoir la teinture, le marquage va traverser le tissu. Alors, évidemment, ça dépend de l'épaisseur du tissu, de la finesse, de l'intensité du marquage. Mais là, vous avez eu vraiment une reprographie de la feuille de fustaie. Donc, ça peut vous donner des effets intéressants. Là, c'est un cas de figure qui peut être observé avec quelques feuilles d'eucalyptus. Donc ça aussi, ça a été roulé comme ça directement sur le tissu. Et si vous voulez éviter cet effet-là, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on dit mettre une couverture. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait votre montage, vous mettez une couverture pour éviter la rencontre des couches successives. Et là, vous conservez votre motif original. Alors ça, c'est une autre façon de répliquer les motifs, c'est en faisant des pliages. Donc là, c'est avec deux, trois brins de millepertuis et deux, trois folioles de ronces. Et tac, 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 le motif est répliqué. Après, vous pouvez faire des vraies compositions, c'est-à-dire que sur un seul plan, vous allez créer une composition. Alors, vous pouvez garder la forme originale des plantes, vous pouvez les combiner, vous pouvez les associer. Là, par exemple, il y avait c'était des samarres d'érable de Montpellier autour d'un sumac. Donc voilà, moi je me suis amusée à souligner chaque foliole de la feuille de sumac. Là, vous avez une petite oxalis qui est glissée derrière un fusteau. Donc vous pouvez jouer à ça. Vous pouvez aussi utiliser euh, la même plante pour composer une forme qui n'a rien à voir avec la plante elle-même. Et là, pour ceux qui ont été en Picardie il y a 2 ans dans les ortillonnages d'Amiens, je ne sais pas si vous vous rappelez ce magnifique millepertuis. Alors voilà. Moi, j'ai été particulièrement touchée par le reflet du millepertuis dans l'eau. Et là, je me suis dit, bah, je vais m'amuser, je vais faire un éco-print au millepertuis avec une ligne de symétrie me permettant de faire une espèce de reflet aussi. Et puis, je me suis amusée à faire ce motif-là en millepertuis avec du fer qui a permis de noircir et d'obtenir, je dirais, quelque chose qui rappelle pas beaucoup le millepertuis qu'on voit pousser dans son jardin. Et ça aussi, c'était pour continuer dans ces formes, je me suis orientée vers la couronne. Et ça, c'était un écoprint que j'avais fait en Angleterre chez une amie avec les plantes de son jardin. Alors, je l'ai ramené dans l'avion avant de le cuire à Lyon. Mais voilà, c'était un petit peu, voilà, c'était quelques semaines avant le couronnement du roi Charles. Donc, il y avait une petite inspiration du moment. Alors, je vais terminer sur mes coups de cœur, mes petites plantes compagnes. Pour vous présenter mes petites préférées. Alors l'oxalis, pourquoi je l'aime? C'est parce qu'elle est acide, que ses folioles ont la forme d'un cœur. Étant acide, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va enlever le mordant sur le tissu. Donc elle va enlever la couleur. Donc elle va se marquer en blanc sur les tissus. Et donc là, vous pouvez la voir ici sur un organza de soie. Ici, elle est derrière une feuille de fustier qui est toute chargée en tanin qui a noirci au contact du fer. Ici, elle est décomposée en petits cœurs autour d'une ronce. Et en plus, elle a l'avantage d'être citadine et on la trouve à peu près partout. Ça, c'est quasiment ma préférée. Ça, c'est la ronce des haies. C'est voilà un coup de cœur qui date d'un an et demi maintenant. Ici, j'avais aidé mes parents à débroussailler un de leurs massifs. Et moi, j'ai récupéré ça comme une ressource. Parce que cette plante, elle est riche en tanins. Elle est assez reproductible justement dans ses effets tanniques et
Elle permet vraiment de faire des compositions assez intéressantes. Ici, vous voyez une feuille. Voilà. Ça, c'est une feuille qui est dans sa maturité. Au début, alors j'ai appris grâce à ça, à cette expérience et à ce que j'ai pu lire ensuite, qu'une feuille de ronce, en fonction de sa maturité, elle passait d'abord par un stade de 3 folioles. Et après, elle avait une subdivision de 2 folioles en 2 autres folioles. Et quand elle est mature, elle a 5 folioles bien dissociées. Et je me suis rendu compte que finalement, dans mes écoprines, j'observais à nouveau, là, on voit bien la subdivision d'un foliole en deux, qui va ensuite aboutir aux 5 folioles. Là, on a la même subdivision. Ici, je m'étais amusée à mettre des graines de rumex, de patience, d'oseille sauvage autour de, autour de ma silhouette pour la révéler. Là, vous voyez une feuille de ronce qui est traversée par de l'alun et par du fer. Là, vous voyez cette feuille de ronce avec ses nervures tellement chargées en tanin. Là, c'est une composition qui est faite sur un tissu qui était teint avec une décoction de ronce. La couleur originale, c'était un jaune paille, comme ceci. Et les feuilles, les éléments végétaux que j'ai déposés dessus ont servi d'écran. Au-dessus, j'ai apporté du fer. Et le fer a fait tourner le jaune paille du tanin de la ronce en ce gris bleuté. Et donc ça, c'est une autre façon aussi de jouer avec cette plante, de l'utiliser pour son tanin. Alors là aussi, ce petit aparté pour vous montrer, ben voilà, ça c'est les bourgeons floraux d'une ronce qui s'est retranscrite là aussi et qui cohabitent, ça c'est les pétales d'un coréopsis. Vous voyez comment ça fait ça marque bien. Et là, vous voyez cette belle feuille de ronce, alors là, qui est complètement mature avec ses 5 folioles au complet. Et ces feuilles de ronce, j'en ai fait des petites créatures. J'utilise la forme genette à 3 folioles. Ici. Ah, zut. Un coup, il marche, un coup, il marche pas. J'utilise cette forme à 3 folioles. Et puis je lui rajoute une tête, alors ça peut être un pétale de coquelicot, une feuille de cornouiller, et je trouve que voilà, ça me fait penser à des petits êtres volants qui sont parfois des anges. Donc tout ça, c'est pour vous dire que dans la tête de chacun, il peut y avoir plein de choses différentes. Le millepertuis, ça c'est une des plantes qui m'a le plus bluffé par son, comment dire, son imprévisibilité et parfois son exubérance. Je voudrais vous montrer ce que ça donne en écoprint. On voit toutes ces petites glandes du millepertuis qui donne son nom, c'est le millepertuis perforé. C'est parce qu'on voit déjà une transillumination, les petites feuilles, on voit les petits trous des glandes. Et là, c'est la façon dont elles sont objectivées par l'écoprint. Et alors lui, parfois, c'est comme une espèce de bombe complètement explosive qui me donne parfois des réactions. Vous avez vu, ici, on a l'impression que c'est une espèce d'animal marin, de gorgone. Euh, Ici, il m'a donné sur un tissu fin quelque chose d'assez diffusant, d'assez affirmé. Bah, je trouve qu'il y a une plante que j'utilise régulièrement parce qu'à chaque fois, elle donne un résultat assez surprenant. Et s'il y a parmi vous des adeptes de naturopathie, euh, je vous mets quand même en garde contre le millepertuis parce il est très difficile à calibrer malgré toutes les vertus qu'on peut lui prêter. Et dans une de mes formatrices qui faisait aussi de la plante médicinale, le millepertuis, elle ne le fait pas à cause de ça. Et en teinture, ça se traduit aussi d'une autre façon. Donc c'est vraiment une plante qui est à double tranchant. Alors elle, je l'adore aussi. La première fois que j'ai fait ma cartographie, ça c'est mes toutes premières cartographies, je lui ai tellement trouvé un air de famille avec le marsupilami, avec son pétiole très marqué, et puis la distribution de ses tanins. Voilà, donc là je l'utilise aussi dans les motifs. La fleur aussi de la petite pimprenelle, que j'avais jamais vue de ma vie, parce qu'avant je la tondais, ou elle était tondue par d'autres. Là j'ai eu la chance de la voir et de l'expérimenter. Et donc, je l'ai expérimenté ici, avec ce résultat bleuté, parce qu'elle contient aussi des tanins, donc avec le fer, ça réagit. Euh, et puis, je trouve que c'est une plante qui est intéressante, parce que même en hiver, on peut l'utiliser. Et là,
On voit à quel point ces petits folioles ici sont très détaillés avec ce fin cerné, ça ressemble un petit peu à une roulette à patron. Donc moi je lui trouve beaucoup de charme. Euh, la patience, j'aime bien pour les fleurs ou les graines, les fleurs fraîches. Je m'en suis servie pour les parsemer sur des tissus, à la fois de façon un petit peu, je dirais, aléatoire. Ça donne certains effets dans le tissu, ou de façon un peu plus organisée pour cerner une autre plante, ou là pour constituer le cœur d'une fleur que je crée moi-même. Ici, vous avez l'inflorescence qui est conservée dans son intégralité et qui donne aussi des silhouettes qui peuvent être intéressantes. Le géranium, ça c'est une plante aussi que j'avais complètement ignorée, et c'est une autre teinturière, l'ayant vu utiliser, les résultats que ça donnait, qui m'a donné envie d'explorer. Et maintenant, je l'explore parce elle contient des tanins, hein. Là, vous le voyez, c'est noir, noir, noir. On en trouve, euh, on en trouve partout, et surtout, on en trouve en hiver. Ça, c'est super intéressant. Et on en trouve de toutes les formes parce qu'il y a énormément d'espèces. Et enfin, ça, c'est mon dernier coup de cœur, la benoîte commune. Alors, je l'avais identifiée dans mon jardin l'année dernière en faisant mes zones de biodiversité, mais j'ai appris à son potentiel dans une formation que j'ai fait récemment. Et c'est une plante à tanin. Et elle a des formes, moi, que je trouve assez délicates. Comme ici, vous avez, ce que vous voyez ici, c'est le stipule de la feuille. C'est un organe qu'on nomme en botanique à la jonction du pétiole avec la tige. Et c'est comme deux petites ailettes, et il semblerait que ce soit assez caractéristique et spécifique des rosacées. Et là, ils sont particulièrement, je dirais, sur cette plante qui est montée en graines, je dirais, ils sont particulièrement développés. Et je les trouve intéressants. Et comme elle est riche en tanins, là aussi, je vais l'explorer pour des bains de tanins. Donc, j'en ai fini pour mes coups de cœur. Et donc, je vais conclure, enfin, pour vous dire que, bon, ce que je vous ai montré là, bon, c'est mes découvertes à moi, c'est mes coups de cœur que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Mais chacun a vraiment une relation personnelle avec son jardin, avec les plantes. Chacun a des plantes qu'il affectionne particulièrement. Vous connaissez tous aussi les variations qu'on peut observer au fil des saisons. Et je dirais qu'il y a, voilà, il n'y a pas de création univoque. Et ce qui est intéressant dans cette technique-là, c'est que finalement, à chaque jardin, à chaque saison, vous allez avoir une palette de possibilités que chacun va l'utiliser avec voilà, ses propres coups de cœur, sa propre imagination. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin, euh, moi, je voudrais vous conseiller des livres, alors que j'aime pour des raisons variées. Si quelqu'un d'entre vous est intéressé par démarrer en teinture, commencer à explorer ça en autodidacte, alors, je vous conseille le guide des teintures naturelles. Il est écrit par Marie Marquet. Les livres, ils sont là. Tout à l'heure, vous pourrez jeter un œil si vous voulez. Elle est botaniste, archéologue, ethnologue, teinturière. Et elle a fait un tour de force dans ce petit livre qui tient dans la poche du jardinier, euh, de faire un panorama de toutes les plantes qu'on a sous nos latitudes, qui peuvent être intéressantes en teinture, avec des fiches récapitulatives qui balayent des tas d'aspects de manière très synthétique, avec toutes les recettes sur les mordansages, tout ce que vous voulez, avec même des termes botaniques à la fin du livre. Je trouve que quand on commence et quand on veut explorer, c'est très bien. Pour moi, le dictionnaire visuel de botanique, c'est ce que je trouvais de moins compliqué pour moi pour essayer d'avancer dans mes connaissances, ne serait-ce que pour avoir la capacité de nommer les choses. Parce que j'ai appris donc en botanique, bon, il y a déjà un vocabulaire quand on lit une description comme ça, moi je suis perdue quoi. Quand j'ai pas les images en face, je suis perdue et je ne comprends rien. Là, vous avez du visuel, vous avez un terme et vous avez plusieurs illustrations par plante. Il y a 10 000 termes en botanique. Il paraîtrait que dans un San Antonio, on trouve pas plus de 250 mots de vocabulaire. Et je trouve que quand on veut décrire un tissu, le résultat qu'on a obtenu, quand on est capable de le nommer autrement que par tige, feuille ou fleur, c'est quand même plus satisfaisant. Pour l'amour d'une ronce, ça c'est un livre d'une collection de Bernard Bertrand
qui fait, il y a à peu près 25 livres dans cette collection, chacun consacré à une plante. Il fait un 360 degrés sur une plante, généralement une plante commune qui fait partie de qu'on côtoie tous les jours. Et il aborde toutes les facettes, que ça soit la botanique, que ça soit les usages culinaires, médicinaux, teintures, les croyances populaires, les cultivars. Et c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et pour ceux que la couleur intéresse, bon, Michel Pastoureau, ça c'est le petit des couleurs, mais il y a toutes les couleurs qu'on veut, en poche ou en format, en beau livre avec des images. Et sur, je dirais, la connaissance de l'utilisation des couleurs dans nos civilisations occidentales, parce qu'il se tient à cette partie, la géographie, et aussi dans la connotation des couleurs. Ça, c'est hyper important. Et puis, elle peut évoluer au fil du temps. Je trouve que c'est un apport aussi qui est très enrichissant. J'en ai fini pour ma part. J'espère n'avoir pas été trop longue. Je crains que oui. Je remercie en tout cas votre attention.